La mitose a permis d'obtenir des cellules génétiquement semblables entre elles et identiques génétiquement à la cellule mère, alors que cette nouvelle division qu'on va voir, c'est une méiose qui cherche à obtenir des cellules reproductrices de sexes différents, les spermatozoïdes et les ovules chez les humains, et chacun va devoir apporter uniquement la moitié de l'information génétique du parent pour que, lorsque la fécondation aura lieu et donnera naissance à la cellule œuf, on reconstituera le bon nombre de chromosomes typiques à l'espèce, le karyotype spécifique de l'espèce. Cette méiose se décompose en deux divisions différentes, successives, et qui possèdent la même nomenclature dans ces phases que la mitose. On précisera donc si on est en prophase 1 ou en prophase 2, etc. Tout commence, comme lors de la mitose, par une condensation de la chromatine sous forme de chromosomes et une disparition de l'enveloppe nucléaire. On est donc en prophase. Cette prophase 1 de méiose est différente et discernable de la mitose par le fait que les chromosomes sont assemblés par paires de chromosomes homologues en alignant 4 chromatides les unes à côté des autres, ce qui forme une tétrade. À partir de ce moment-là, les tétrades vont se déplacer ensemble et on va passer à l'étape suivante où les tétrades vont aller se répartir sur le plan équatorial de la cellule, c'est la métaphase 1. À ce moment-là, les chromosomes vont se séparer, non plus au niveau des centromères, mais ce sont bien les paires de chromosomes qui vont se séparer en deux, de façon aléatoire. Là, on a 2 chromosomes rouges qui vont à droite et 1 à gauche, et le symétrique en bleu. On est rendu en anaphase 1, et puis les noyaux vont réapparaître, les cellules vont se pincer, on est en télophase 1. Par contre, on a ici des chromosomes qui sont toujours condensés, mais cachés par l'enveloppe nucléaire. Pas besoin de les dérouler entre les deux divisions cellulaires de la méiose. Après la télophase 1, on commence la deuxième division, c'est-à-dire que la première division a séparé et a réduit le nombre de chromosomes. On est passé de 6 chromosomes à 3 chromosomes. C'était la division qu'on appelle réductionnelle. Maintenant, on va, comme l'information est en double, puisque chaque chromatide a été recopiée sur la première, l'information ici est identique à droite et à gauche du chromosome. On va donc diviser cette information en deux pour former 2 cellules sexuelles différentes. On passe à la deuxième division qui sera équationnelle et qui conservera le nombre de chromosomes, mais par contre qui à la fin n'aura qu'une seule chromatide. La prophase voit disparaître le noyau. À la métaphase, les chromosomes sont au milieu. L'anaphase, ils se séparent au niveau du centromère. Et la télophase, on voit apparaître les noyaux et les chromosomes se décondensent sous forme de chromatine. On est donc passé de une seule cellule diploïde à 4 cellules haploïdes qui possèdent chacune une seule version de l'information génétique. Maintenant, voyons quelles sont les conséquences du choix de cette répartition entre les chromosomes rouges et les chromosomes bleus. Les chromosomes ont été symbolisés en rouge et bleu pour bien les différencier parce qu'ils sont de la même paire, ils ont donc les mêmes locus, c'est-à-dire la position du gène ici du rhésus sanguin est à la même position sur le chromosome d'origine paternelle que sur le chromosome d'origine maternelle. Si je choisis ici un chromosome paternel qui aurait les allèles plus, les 2 chromatides sont semblables, donc possèdent le même allèle 2 fois, alors que ici, si je choisis un individu hétérozygote, il aura moins sur le chromosome maternel. Dans ce cas-là, le phénotype va être plus, puisque plus est dominant sur moins. Prenons un autre exemple, le groupe sanguin qui est sur un chromosome plus petit, le chromosome 9. Si je lui indique A sur le chromosome paternel et B sur le chromosome maternel, dans ce cas-là, mon individu va être de groupe AB. Il est donc de groupe sanguin AB et de rhésus positif. Voilà ce que ça va donner lors de l'animation. Les chromosomes se répartissent sur le plan équatorial et se séparent de façon aléatoire. Ici, j'ai le B qui s'accorde avec le plus, et là, le A qui s'accorde avec le moins. Mais on pourrait tout à fait imaginer l'inverse. Si je remets mon A- ici avec le B+, comme dans l'animation, j'ai bien 2 cellules différentes génétiquement. Mais je peux aussi associer, vu que la répartition des chromosomes se fait totalement de façon aléatoire,
le A-, le A+ d'un côté et le B- de l'autre. Voilà, j'ai toutes les solutions. Si maintenant je rajoute une paire de chromosomes, dans ce cas-là, mon B-, je vais pouvoir l'associer soit avec la nouvelle paire, avec un chromosome bleu, et dans ce cas-là, le symétrique, le A+, aura un chromosome rouge, soit je reprends mon B- et je lui mets cette fois-ci le chromosome rouge. Donc la solution B-, à partir du moment où j'ai rajouté une paire de chromosomes, on a doublé les possibilités. Si je prends maintenant la solution B+ et A-, je peux lui ajouter soit le chromosome rouge, soit le chromosome bleu. Donc, hop, B+ et A-, et je lui associe le chromosome bleu ici et rouge là. Voilà, j'ai donc 8 combinaisons génétiques différentes possibles. Ce qui fait que pour une paire de chromosomes, j'avais 2 possibilités, pour 2 paires de chromosomes, j'en avais 4, pour 3 paires, j'en ai 8, et en fait, j'en ai 2 exposants n. C'est-à-dire que si j'ai 23 paires de chromosomes comme l'être humain, j'ai 2 exposants 23, ce qui fait plus de 8 millions de possibilités. Un même individu peut donc créer uniquement en répartissant de façon aléatoire les chromosomes lors de la première division de méiose, 8 millions de spermatozoïdes ou d'ovules différentes, ce qui explique que 2 individus n'obtiennent jamais des enfants génétiquement semblables. C'est le résultat de ce que l'on appelle le brassage interchromosomique, puisque c'est entre les différents chromosomes, selon la façon dont ils se répartissent, qu'on obtient telle ou telle cellule sexuelle.